Merci. Nous donnons quelques minutes de plus aux retardataires. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette séance. Notre programme sur l'analyse et la décision informée, le CRIDA, pour l'Afrique et la région arabe. Nous avons parmi nous Abou Amani, bien sûr, John Matthews, qui va se joindre à nous. Quelques exemples de la façon dont le CRIDA a été utilisé en Afrique, dans la région arabe, mais également dans d'autres régions du monde. Alors nous avons notamment la Thaïlande et l'Amérique latine, quelques exemples d'utilisation, ainsi que les manuels qui sont disponibles en français, en anglais et en arabe, avec des mots de conclusion de la Ligue des États arabes. Donc, je donne la parole à Abou Amani, qui va ouvrir la séance. Merci, Koun. Mesdames et messieurs, bonjour. Et merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous, à ce événement sur le CRIDA, Climate Risk Informed Decision Analysis, pour l'Afrique et la région arabe. Comme vous le savez, l'incertitude face à l'avenir constitue probablement l'un des plus grands enjeux pour ce qui est des mesures d'adaptation au changement climatique. L'idée est d'avoir une approche adaptative, mais malheureusement, nous ne pouvons pas attendre d'avoir un modèle parfait. Il nous faut agir maintenant en l'absence d'informations complètes. C'est pourquoi l'analyse décisionnelle éclairée nous permet de mieux comprendre les enjeux auxquels nous faisons face sur le terrain pour pouvoir apporter, si vous voulez, une réponse appropriée. L'action au niveau des communautés est essentielle. La résilience face aux calamités ne peut que bénéficier de l'expérience des communautés, de leur aptitude à s'adapter, mais également les modèles qui ont pu être établis et les observations qui ont pu être faites. L'engagement des communautés, aussi bien dans la définition, mais également l'utilisation des connaissances, disons, locales, va dans le sens de l'approche de l'UNESCO pour la science ouverte, qui avait été présentée lors de la conférence générale de l'UNESCO. Le programme hydrologique international de l'UNESCO, le plan d'action stratégique du PHI pour les 8 prochaines années de à partir de 2022-2030, s'intéresse justement à cette approche dite CRIDA, donc l'analyse décisionnelle, mais en s'appuyant sur cette interface entre la science, la société et les communautés pour toutes les décisions qui concernent l'eau. Cette méthodologie a été élaborée déjà en 2018 en langue anglaise, dans un effort de conjugué de l'AGWA, l'UNESCO et l'ASWAM, qui est le Centre pour l'eau des États-Unis, le Centre hydrologique des États-Unis. La climatologie nous permet d'avoir une meilleure connaissance des vulnérabilités des ressources en eau en raison des variabilités climatiques, mais également permet de voir ce que sont les différents scénarios possibles dans la gestion des ressources en eau. Parallèlement à cette méthodologie CRIDA, nous avons également mis en place un cours à rythme libre qui est disponible en ligne sur la plateforme d'apprentissage ouvert de l'UNESCO. Dans ces cours et dans cette formation, vous avez donc des modules de formation, d'évaluation, et donc chaque apprenant peut élaborer sa propre étude de cas CRIDA. La version en langue espagnole des cours CRIDA a été lancée cette année à la suite de la publication de la version espagnole en 2021. Et donc, c'est un élargissement du public qui s'étend maintenant
à l'Amérique latine. Nous nous saisissons de cette occasion, de cette première COP accueillie par l'Égypte, cette première COP donc africaine, où l'on présentera ces modules également en langue française et arabe. Le manuel CRIDA et les cours CRIDA donc maintenant sont disponibles dans 2 nouvelles langues, l'arabe et l'espagnol, ce qui évidemment élargira la portée du CRIDA à travers le monde, de sorte que une population élargie pourra avoir accès à cette méthodologie CRIDA, donc de l'analyse décisionnelle éclairée sur le risque climatique, avec une meilleure évaluation du danger et des incidences du changement climatique. Vous avez donc ce lancement du CRIDA en français et en arabe, au-delà de l'anglais et de l'espagnol qui existent déjà. Des exemples viennent de différentes régions du monde. Le CRIDA, d'ailleurs, a déjà présenté certaines études de cas venant de nouvelles régions du monde. L'idée est de se servir de cette méthodologie pour la gestion de l'eau dans un avenir incertain. Une conférence sera donnée par Mathieu à ce sujet. Mathieu est déjà en ligne. Puis, nous aurons une discussion pour échanger avec les participants. Donc, je tiens à remercier les intervenants et les panélistes pour leurs interventions, donc, et nous continuerons à échanger avec vous dans ce travail de diffusion de cette méthodologie importante. En conclusion, je tiens à remercier tous nos partenaires et en particulier la communauté des Flandres pour son soutien, ainsi que mes collègues qui ont travaillé d'arrache-pied pour organiser cette rencontre. Merci. Koen, je te rends la parole. Merci et merci d'avoir souligné le rôle du CRIDA depuis sa création en 2017. Et nous nous intéressons maintenant à la région arabe et nous avons donc des versions en français, en anglais, donc en arabe et en espagnol, donc une grande ouverture sur le monde. Alors, quelques mots d'introduction par John Matthews qui est dans la salle. Et il va pouvoir maintenant intervenir depuis le pupitre en nous en partager donc sa présentation. Bonjour, c'est un honneur d'être ici. Merci pour vos commentaires, pour vos propos liminaires à bout. Désolé que vous ne puissiez être des nôtres dans cette salle. En tout cas, c'est un plaisir de retrouver mes collègues et frères et sœurs à l'écran. J'ai pu vous présenter le CRIDA, enfin j'ai l'honneur de vous dire quelques mots d'introduction. La traduction de la méthodologie CRIDA en français, en anglais, en arabe et en espagnol est un pas essentiel dans le sens de l'élargissement de cette méthodologie au monde entier. D'ailleurs, notre souci est de mobiliser cette méthodologie CRIDA dans un groupe, dans un public élargi, et on constate une réelle demande, et notamment dans les régions du Moyen-Orient et les pays arabes. Alors, quelques mots sur CRIDA, comment cette méthodologie a été conçue, certains des grands principes qui nous serviront de point de départ pour les nouveaux projets. Alors, la véritable gageure pour le CRIDA, quand on parle de ressources et gestion en eau, de ressources hydrologiques, il faut bien entendu partir d'une approche quantitative. Il nous faut des nombres, des chiffres qui soient crédibles, qui soient pertinents. Mais malheureusement, le changement climatique
fait qu'il est difficile d'avoir accès à ces nombres, ou en tout cas d'avoir des chiffres plausibles, crédibles. Alors, on peut avoir des modèles produits par des climatologues, mais ces chiffres peuvent poser problème. On n'est pas sûr de pouvoir s'y fier. Et surtout en matière d'eau, d'écosystèmes d'eau, eh bien, ces écosystèmes ont une très faible tolérance à l'erreur. On ne peut pas se permettre d'avoir un réseau de distribution d'eau qui soit défaillant. Et évidemment, c'est là un facteur de déstabilisation de toutes nos économies. Les réseaux d'approvisionnement en eau tiennent à un équilibre extrêmement délicat. Or, CRIDA s'est interrogé sur la méthodologie CRIDA, sur la façon dont les décisions sont prises. Bien souvent, vous avez un décideur. Ce décideur essaye de gérer un problème spécifique, un besoin spécifique qui se présente et délègue la fonction à un analyste technique qui propose une solution qui pourra ou non inclure une évaluation du risque climatique, de sorte que vous aurez une petite amélioration du système et ensuite on retransmet ça aux utilisateurs en disant voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous conviendra, etc. Bon, enfin, cette approche de haut en bas, cette approche décisionnelle descendante est problématique parce que bien souvent, les utilisateurs, enfin, tout dépend de la façon dont le système est effectivement appliqué. Or, si les utilisateurs contestent la solution ou même la présentation du problème, eh bien, vous n'aurez peut-être pas les résultats voulus. Et étant donné le niveau d'incertitude qui entoure le climat, il faut envisager plusieurs solutions. Avec la CRIDA, il y a une nouvelle possibilité qui s'ouvre. C'est un vrai changement. L'analyste change de rôle. L'analyste a une formation technique. Moi, je suis biologiste. Je pourrais être financier, économiste, expert en hydrologie. Enfin, quelqu'un qui est un expert et qui doit travailler avec les parties prenantes dès le début. Pour dire que pour tout un groupe d'utilisateurs, il faut identifier les vrais soucis, les vrais problèmes. Et pendant ce processus de découverte, on constate de nouveaux liens. Donc, plutôt que d'avoir une approche bornée, on constate que le problème est plus large. On ne va pas se concentrer uniquement sur les inondations, mais aussi la sécheresse, les écosystèmes, la gestion des écosystèmes, l'irrigation. Et ensuite, l'analyse technique doit traduire cette déclaration de problème en toute une série de solutions potentielles. Et on procède à une comparaison, une évaluation en ce qui concerne les chances de succès par rapport à ce dont on a peur en ce qui concerne le changement climatique. Et le décideur va utiliser d'autres critères, probablement, et va choisir une ou plusieurs solutions sur une liste prioritaire ou séquencée dans le temps. Donc, cette approche ascendante est le changement le plus important. Et c'est la meilleure façon de faire face aux incertitudes concernant le cycle de l'eau, enfin le changement climatique. Qui, quoi et pourquoi pour la CRIDA? Qui sont les groupes critiques qu'il faut absolument contacter? Notre public principal, c'est l'analyse technique que j'ai déjà mentionné. Je suis biologiste, comme je vous l'ai dit, et on ne m'a jamais appris à parler aux êtres humains. Et malheureusement, c'est le cas de pas mal d'ingénieurs, de planificateurs et d'autres. En fait, il faut aider l'analyste à s'engager directement avec les parties prenantes pour améliorer le processus d'implication des parties prenantes. C'est une approche complexe mais critique, essentielle. Et la CRIDA est là pour proposer un soutien pratique. Alors, quels sont les besoins? La plupart des analystes travaillent en isolement, peut-être au milieu d'une organisation ou en bas d'une hiérarchie, et n'ont pas forcément beaucoup de soutien.
n'ont pas forcément accès à des modèles hydrologiques ou à des données complexes, probablement sans avoir accès à plus que Microsoft Excel dans pas mal de pays. Donc, il faut qu'ils puissent utiliser le cadre quantitatif pour utiliser leur système existant en prise de décision, mais en améliorant la résilience et la perspective de la CRIDA. Au début de nos réunions, nous avons tendance à dire que notre objectif, c'est l'analyse technique qui travaille au Népal ou au Rwanda avec exclusivement Excel, et leurs responsables les détestent parce qu'ils consacrent trop de temps à ce genre de travail. Et c'est ce genre de personnes qu'on souhaiterait aider. Et il y a aussi des limitations institutionnelles. Certains outils analytiques, surtout en ce qui concerne l'économie, éliminent certains aspects liés à la redondance, le séquencement ou les solutions modulaires. Nous voulions faire en sorte que la CRIDA puisse être adoptée par étapes. Et pour le premier projet, vous allez peut-être utiliser les premiers et deuxièmes des pas. Ensuite, pour le projet suivant, vous allez rajouter une étape numéro 3. Donc, en construisant, en augmentant au fur et à mesure. C'est vraiment une idée puissante. Nous exploitons les expertises existantes au sein de la Banque mondiale dans leur évaluation de risque, c'est vrai, mais dans la plupart des institutions, on ne va pas se concentrer sur l'apprentissage, la priorisation de l'apprentissage. Mais il faut inclure au niveau institutionnel le travail sur la résilience au climat. Nous souhaitons non seulement avoir des projets, mais des programmes avec une robustesse en termes des résultats tangibles. En pratique, que se passe-t-il avec la CRIDA? Il y a la vision partagée, c'est la première étape. L'analyste travaille avec les parties prenantes pour essayer de savoir quel est le contexte décisionnel. L'analyste développe des indicateurs de performance, un test, stress test pour vérifier que cela a été fait correctement jusque-là. Est-ce que les parties prenantes peuvent approuver le processus suivi jusque-là? Et ensuite, des solutions robustes sont proposées en indiquant ce dont on est sûr, par exemple l'augmentation du niveau de la mer, la fonte des neiges, voilà, des certitudes. Et pour ce genre de choses, on peut développer des solutions, des interventions robustes et vraiment décidées. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait des incertitudes résiduelles? Dans certains projets, il y en a peut-être pas beaucoup, mais dans d'autres, surtout dans un projet important, un grand projet, il y a éventuellement peu de tolérance pour l'échec. Par exemple, l'approvisionnement en eau pour une communauté, pour une ville. Là, il faut intégrer la possibilité de prendre en compte la flexibilité. Comment inclure des possibilités, des marges de navigation, d'ajustement, d'apprentissage et l'intégrer dès le départ. C'est quelque chose de difficile et qui est le moins connu jusque-là dans les différentes approches d'adaptation. Pendant les années d'expérience avec la CRIDA, nous avons constaté que les solutions fondées sur la nature se présentent assez souvent. Et à mon avis, il y a une raison pour cela, c'est parce que nous avons inclus dès le départ les parties prenantes. Les parties prenantes s'intéressent vraiment à ces aspects qui doivent être inclus dans le portefeuille. Et les décideurs voient que c'est intéressant politiquement et peut-être financièrement aussi, c'est peut-être moins cher. Et il y a une autre leçon intéressante. Peut-être que dans certains cas, plus ça a été fait côté robustesse que côté flexibilité. Donc, NBS va apparaître de plus en plus dans le portefeuille des actions et d'intervention. Voilà donc l'aperçu général que je voulais partager avec vous et j'aimerais remercier mes amis, mes collègues avec qui je travaille depuis très longtemps dans le processus et j'espère que vous allez écouter avec beaucoup d'intention ce que diront mes collègues qui vont maintenant vous parler d'un certain nombre d'exemples. Merci.
Merci beaucoup, John, de cet aperçu. Ça nous démontre le rôle joué par la CRIDA dans la prise de décision. Avant de lancer les versions françaises et arabes, j'aimerais que l'on parle maintenant de quelques exemples existants. Il y a déjà plus de 30 pays où cela a été mis en œuvre et on pourrait citer bon nombre d'exemples publiés, y compris les dernières publications. Je pense qu'on peut dire que la CRIDA devient la norme en quelque sorte en termes d'approche ascendante pour l'adaptation au climat. Et j'aimerais maintenant demander à plusieurs orateurs de citer quelques exemples. Je vais commencer avec Patrick Ray, qui a un autre engagement par la suite. Donc, il va commencer, il va nous parler de ce que nous avons fait au Zimbabwe. Ainsi, on verra l'intérêt du point de vue de la planification future. Merci. Est-ce que je vais partager mon écran? Je ne sais pas si je peux le faire, mais peut-être que quelqu'un pourrait le faire pour moi. Non, vous pouvez le faire vous-même. Ah non, il paraît que cela ne marche pas. Bon, j'essaie de les trouver. Sinon, il va peut-être falloir modifier l'ordre des présentations. Si vous pouvez peut-être le montrer sur votre écran, vous-même, de votre côté. Vous voulez bien essayer de nouveau? Ça y est, ça marche. Très bien, merci. J'espère que vous arrivez à lire l'écran. Je vais faire une présentation rapide, salam alaikum, et je suis navrée de ne pas être parmi vous. J'ai vécu pas mal d'années au Moyen-Orient. Un de mes enfants y est né et c'est une région qui m'est très chère. Donc, je suis ravie de savoir que cette publication sera traduite en arabe, une langue que je connais bien. Donc, merci. Je vais passer tout de suite aux notions d'adaptation. Il s'agit tout d'abord d'identifier les vulnérabilités avec la CRIDA et ensuite parler des options d'adaptation. Et je saute les vulnérabilités afin d'arriver aux adaptations parce que pour moi, c'est la chose la plus intéressante en ce qui concerne le travail effectué au Zimbabwe. John Matthews a très bien présenté l'importance des NBS. Pour vous en parler, je puis vous dire qu'il s'agit là d'une véritable nouveauté qui est passionnante et qui est une partie assez mal comprise de notre portefeuille de passerelle vers l'adaptation. Et il y a de plus en plus de compréhension du fait que les NBS peuvent nous aider à nous protéger contre le changement climatique, avec un ralentissement de plus de réchauffement, avec un soutien donné au système écologique. Mais la possibilité des NBS n'a pas été évaluée de près. Cela sort d'un document, d'une publication de Natalie Sutton il y a 2 ans et qui a déjà été cité par tout le monde qui travaille dans le domaine. Une très bonne analyse est effectuée des défis auxquels nous sommes confrontés en ce qui concerne ce que nous essayons de faire pour faire face au changement climatique. Voilà quelques résultats. Natalie Sutton y a joué un rôle aussi. C'est écrit par Alexander Chasney et cela démontre ce que peuvent faire les NBS sur le terrain.
Une enquête a été faite de ces différentes solutions NBS à travers le monde. Il y a des aspects négatifs, il y a des aspects positifs, il y a des améliorations concernant l'érosion du sol, des inondations, de la biomasse, la perte de la biomasse. En vert, vous voyez des NBS qui ont besoin d'être améliorés. Une belle amélioration en ce qui concerne la production alimentaire. Donc, c'est vraiment utile, mais il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à faire, c'est d'améliorer la disponibilité en eau. Si vous regardez en bas, donc la réduction de la disponibilité en eau, ces NBS en pas mal d'endroits réduisent la quantité d'eau disponible plutôt que le contraire. Et c'est peut-être lié à l'augmentation de l'évaporation avec l'augmentation de la végétation, parce que pas mal de ces NBS impliquent une augmentation de la végétation. Et donc, cela peut réduire la disponibilité en eau. Donc, il faut examiner la réserve Chimanimani à l'est du Zimbabwe et prendre cet aspect en considération. Il y a une cyclone en 2019 qui a totalement détruit la région et qui a donné lieu à pas mal d'investissements au Zimbabwe par l'UNESCO et d'autres visant à améliorer la situation. Et un de nos intérêts ici, ce n'est pas seulement les protections contre le risque d'inondation, mais aussi améliorer la disponibilité en eau pendant la saison sèche pour les besoins d'irrigation agricole. Alors, la méthodologie, c'est quoi? C'est un modèle. Donc, que fait l'ACRIDA? C'est une modélisation. Donc, on a pris un modèle hydrologique. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Il y en a plus de 10, peut-être plus de 20 options pour les modèles hydrologiques à utiliser. Et ces modèles sont vraiment la base de l'analyse de la CRIDA en ce qui concerne les questions qui sont posées sur l'eau. On essaie de simuler ce qui se passerait en fonction de différentes conditions climatiques éventuelles. Il y a une innovation méthodologique qui a été appliquée ici, c'est une exploration systématique de la performance des check dams vegetated check dams, donc assez proches des NBS, pendant l'augmentation du flux pendant la saison sèche, avec une augmentation de la transpiration de la végétation. La question qu'on a posée était de savoir comment placer tout cela. Si on sait qu'on veut avoir des NBS, si on les veut pendant toute la région ou la zone, ou les localiser de façon plus efficace, la façon la plus intelligente afin de maximiser les avantages pour l'augmentation pendant les saisons sèches. Donc, nous avons regardé les configurations en parallèle et en série. En série, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les NBS et les check dams, les barrages se trouvent le long du tributaire et en forme de cascade en parallèle. C'est sans cascade, sans effet de cascade, c'est indépendant. Ce qui permet au flux principal, qui arrive à un flux encore plus important, de continuer son cours. Que se passe-t-il? S'il y a un flux basique, vous voyez à gauche, j'essaye de vous le montrer avec mon laser. Vous voyez ici à gauche, sont des trop-pleins de barrages. Donc, les ruisseaux qui arrivent en trop-plein pour arriver dans les barrages. Et en fait, cela veut dire que cela n'impacte pas la nappe phréatique, c'est pas dans le sol. Alors, si on regarde ce qui se passe en parallèle, vous voyez la baisse de cette barre, cette colonne bleue. Il y a peu de trop-plein parce que c'est dans des tributaires asséchés. C'est la gestion des catchments intégrés. Et ces cours d'eau asséchés peuvent attraper et piéger l'eau qui s'infiltre dans le sol. Et vous voyez donc le bleu foncé, c'est la percolation qui est disponible pour l'augmentation de la nappe phréatique et donc des rajouts de base flow pendant la saison
sèche. Si on procède à des tests dans les différents scénarios climatiques, vous voyez là des différences entre vert et rouge. Là aussi, on pose des questions. Il y a beaucoup de fonctions offertes par des NBS et nous nous posons la question de savoir que se passe-t-il avec l'augmentation de flux pendant la saison sèche pour une augmentation de la disponibilité en eau. Et on voit ici que les solutions NBS, ce qu'on appelle les Vegetated Check Dams, perdent beaucoup d'eau dans des conditions historiques. Vous voyez, tout passe en deçà de zéro. Et avec le changement climatique, avec le réchauffement du climat, c'est de pire en pire. Je pense que tout le monde l'a bien compris. Dans la configuration parallèle, il y a trois choses différentes, trois géologies différentes, trois topographies différentes et trois localisations différentes dans la région. Mais dans cette application Cheshire, avec le climat austère historique, la situation s'améliore en ce qui concerne la disponibilité pendant la saison sèche grâce à l'utilisation de ces barrages, check dams. Et avec le réchauffement du climat, nous restons néanmoins positifs. Nous ne passons pas en deçà de zéro. Et dans les autres bassins, ce n'est peut-être pas génial, mais c'est mieux que si c'était en série et mieux que si on ne faisait rien du tout et on laissait s'écouler l'eau qui n'arriverait pas du tout dans le sol. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, je vous montre rapidement ce que l'on peut faire et j'essaye de vous montrer combien il est important d'avoir un système qui permet d'évaluer rigoureusement les différentes options en temps de changement climatique. Alors, je n'ai fait que vous en montrer quelques-unes de ces solutions reposant sur la nature, dans différentes configurations, selon la façon dont on les installe dans un bassin. Alors, ce que nous souhaiterions faire, c'est avoir une grande évaluation de toutes les options, de toutes les possibilités disponibles pour le Chimoni-Moni. Alors, on pourrait avoir une approche centralisée avec un grand barrage, souvent en béton, ou alors ces petits barrages de contrôle ici ou là. Alors évidemment, cela exige un modèle avec de nombreux contributeurs, ce qui nous permettra d'envisager et d'analyser toutes les séries de coûts et d'avantages. Nous voulons reconnaître effectivement que les barrages centralisés sont utiles sur certains points et effectivement, ils aident l'humanité, ils ont été bénéficiés, enfin l'humanité en a bénéficié pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Mais il y a également un risque de catastrophe, un risque environnemental. Il faut prendre en compte également les emplois créés et ces petits barrages et ces solutions reposant sur la nature ont également quelque chose à proposer. Donc, nous sommes donc en train de nous engager dans une analyse très détaillée, très précise. Et nous espérons pouvoir faire de vrais progrès pour pouvoir être utiles aux populations locales à l'avenir. Donc, je vous ai proposé une conclusion. Quelles sont les perspectives? Eh bien, des travaux supplémentaires. Merci Patrick. Effectivement, vous nous avez montré que la vraie question, c'est justement de tester, de mettre à l'épreuve différentes solutions pour voir comment elles fonctionnent dans le climat actuel, mais également avec le changement ou les changements dans le climat. Et cela nous permettra effectivement, sur cette base-là, de proposer de nouvelles analyses d'efficacité, d'avantages économiques, etc. Alors, peut-être une autre étude de cas. Ad Yoken de Deltares qui va nous donner un exemple en Équateur. Je sais que Patrick a une autre mission. Je ne sais pas s'il pourra nous rejoindre pour la session de questions-réponses, on verra. Patrick, oui, effectivement, je suis désolé, je dois y aller, mais j'étais ravi de participer. Bien, alors est-ce que l'on voit mon écran? Oui, répond l'animateur. Les interprètes font remarquer que non, pour eux-mêmes.
Bonjour à tous. Alors moi non plus, je ne parle pas arabe, mais je connais néanmoins une très belle version du Krida. Mes félicitations vont à l'UNESCO et aux autres. Aujourd'hui, un autre cas, un autre exemple, une étude en ville, en Équateur, dans la deuxième plus grande ville d'Équateur, Guayaquil, qui se trouve dans l'estuaire ou au confluent plus exactement de plusieurs fleuves, plusieurs cours d'eau. La ville de Guayaquil a un vrai problème d'inondation en saison des pluies. C'est une ville qui est quasiment sur l'équateur et qui connaît donc de fortes précipitations pendant la saison des pluies. Et cela débouche donc sur des inondations fréquentes dans la ville. Avec les autorités municipales de Guayaquil, nous avons mené à bien cette étude qui donc a été financée à 50% par la municipalité de Guayaquil, le gouvernement néerlandais ayant couvert les 50 autres pourcents du budget. C'est une grande zone très plate, une zone d'habitation plus que toute autre, la zone dans laquelle nous avons mené cette étude. L'objectif est d'essayer de trouver des moyens d'améliorer la résistance aux inondations de la ville dans son ensemble et également de trouver des outils innovants à l'appui du processus décisionnel. Donc, on met en œuvre l'entièreté du CRIDA, toutes les étapes, et cela prend en compte les inondations fluviales et découlant des marées. Je crois que mon collègue n'a pas montré les différentes étapes du CRIDA. Eh bien, écoutez, je peux vous dire que nous les respectons et nous les couvrons toutes. Quelques exemples rapides de ce que nous avons donc pu faire à Guayaquil. Première chose à faire, définir le contexte décisionnel, donc analyser le problème, identifier les indicateurs principaux, les objectifs qui sont couverts par ces inondations, ce qui exige donc un certain nombre d'indicateurs de vulnérabilité, donc dans le test sous tension. Donc il faut ensuite essayer de voir comment modifier les conditions pour changer les indicateurs. Alors il y a des moteurs climatiques à la situation, mais également des moteurs économiques. Et puis ensuite, il faut trouver les possibilités d'adaptation et trouver les meilleures solutions possibles et identifier celles à retenir et à mettre en œuvre. Les inondations, c'est vraiment une question spatiale. Ça n'a pas tout à fait la même chose que gérer les flux dans un cours d'eau donné. Nous avons donc pris en compte 3 zones caractéristiques, 3 zones typiques dans notre zone et nous avons mené à bien l'étude sur ces principes. Il y a d'abord la zone côtière, donc celle au bord de l'estuaire, qui est donc couverte par ou influencée par les niveaux de la mer. Nous n'avons pas vraiment... Après, il y a la zone commerciale et puis enfin la zone résidentielle. Et comme je le disais, nous avons défini donc des indicateurs de performance pour identifier la vulnérabilité et voir ce qui peut donc être fait.
la profondeur ou la hauteur d'eau dans la rue est donc important, et puis également le temps d'écoulement par les systèmes d'évacuation. Et nous regardons également troisièmement l'étendue des inondations. Comme nous l'avons déjà dit, le CRIDA, eh bien, c'est souvent une histoire de modèle à construire. Nous avons cherché à construire un modèle qui puisse simuler les systèmes d'écoulement et puis également les systèmes d'écoulement, c'est-à-dire les systèmes d'évacuation, mais également les systèmes d'écoulement naturels des eaux. La question étant donc de voir où les eaux s'accumulent dans les rues. Donc, pour le test de sous-tension, nous avons évidemment regardé les moteurs climatiques. Nous avons pris entre autres en compte l'amplitude des marées. Nous avons regardé également ce que cela pouvait vouloir dire avec une augmentation du niveau de la mer de 3 mètres ou de 1,5 mètre. Nous avons regardé les chiffres ou la pluviométrie, les incidences du phénomène El Niño qui produit des précipitations plus longues et plus intenses. Alors ici, quelque chose de très difficile à expliquer en quelques instants, mais ce que l'on voit en fait ici, selon les couleurs, eh bien c'est en fait la profondeur ou la hauteur de l'eau dans les rues. L'axe des abscisses dépend des intensités de la pluie. Pardon, ça c'était les ordonnées. Sur l'axe des abscisses, on a effectivement la variation du niveau de la mer. Et donc, l'on prend en compte dans ce tableau toute une série de possibilités d'événements jusqu'à l'année 2100. Ce que l'on voit donc ici dans le carré ou dans le rectangle blanc, c'est l'amplitude actuelle. Dans le carré noir, c'est l'amplitude envisagée et attendue à l'avenir, et ça vous donne une idée de la hauteur d'eau dans les rues. Nous avons produit des données donc pour les 3 zones. Encore une fois, comme les inondations sont un phénomène spatialisé, eh bien, il nous fallait produire des cartes, définir également un scénario de référence, un scénario où il y a beaucoup de pluie mais où les égouts fonctionnent bien, un scénario avec des précipitations élevées découlant d'El Niño, etc., etc. Et donc, nous avons associé cela également aux cartes de vulnérabilité socio-économique résultant des réponses au questionnaire. Et en combinant la vulnérabilité climatique et la vulnérabilité socio-économique, nous avons identifié les points de tension pour lesquels il fallait agir en priorité. Nous avons envisagé des réponses et nous les avons testées. Alors à Guayaquil, on n'est pas parti de rien, on n'est pas parti de zéro. Les parties prenantes souhaitaient, et nous l'ont fait savoir très clairement, travailler sur une solution verte et pas sur une solution grise, c'est-à-dire ne pas tout dépenser pour mettre en place un nouveau système d'égout qui ne serait pas visible à l'œil nu, mais plutôt définir des espaces verts et bleus dans les villes pour contribuer aux écoulements. Et puis, nous voulions rester et être flexibles, et comme le disait John Matthews, eh bien, nous avons cherché également à envisager des barrières ou des murs anti-inondation dans l'estuaire.
Nous avons intégré un certain nombre également d'architectes paysagistes pour travailler. Nous avons identifié 3 modèles ou 3 modèles proposés. Là, je vous ai montré ce qui se passe en zone côtière, mais nous avons également une palette de choix possibles pour les zones commerciales d'abord, et là, pour les zones d'habitation. Et puis, en fonction de ces différentes interventions ou possibilités d'intervention, nous avons cherché à voir de combien les inondations pouvaient être réduites. L'objectif étant évidemment, encore une fois, d'améliorer, d'optimiser les performances du système dans son ensemble, y compris le réseau d'égouts. Cela a ensuite été transposé en évaluation des coûts et des avantages pour les 3 zones. Nous avons analysé les services écosystémiques et nous les avons notés en conséquence, en prenant par exemple en compte les avantages culturels ou autres des espaces plantés. Voilà. Ici, ma dernière diapositive avec quelques conclusions et je serai évidemment ravi de répondre ou de réagir aux commentaires s'il y en avait. Merci. Merci. Alors, quel plaisir que de voir le système dans son ensemble mis en œuvre et toutes ces étapes prises en compte. L'orateur suivant sera Guillermo Mendoza et nous devrions donc avoir quelques instants pour quelques questions ultérieurement. Guillermo, est-ce que vous avez un commentaire sur l'Asie peut-être? Voilà. Est-ce qu'on m'entend? Si vous pouviez être précis et concis, je suis désolé parce qu'on est un peu en retard. Alors, je partage mon écran. Voilà. Je travaille à Udon Thani, d'ailleurs j'y suis en ce moment même et je travaille sur un projet similaire. Udon Thani est une ville de pays en développement assez normale ou assez ordinaire avec une vraie croissance urbaine. À une augmentation des zones imperméables, une augmentation de l'intensité et des tempêtes, une ville pleinement urbanisée déjà, donc peu de foncier utilisable et encore disponible. Et donc, la pratique ancienne de déplacer l'eau, si j'ose dire, eh bien, ça ne fait que déplacer le problème. Alors, Udon Thani souhaite devenir une ville vivable, c'est l'aspect social ou les valeurs sociales qui sont très importantes. Alors, qu'avons-nous fait? Eh bien, nous avons été extrêmement collaboratifs avec des consultations avec les parties prenantes, le maire, les fonctionnaires municipaux, pour évidemment éviter les échecs, puisque l'échec ou préparer, planifier un échec ne sert pas à grand-chose. Et puis, nous avons mis sous tension et fait un test sous tension de chacun de ces différentes étapes. Alors, à Udon Thani, nous avons demandé au maire de confirmer, d'endosser chaque grande étape avant d'engager l'étape suivante. Donc, c'est un modèle à proprement parler participatif. Nous avons donc identifié les faiblesses, les lieux où les faiblesses étaient les plus marquées, chercher à les comprendre. Dans le service, dans les zones
d'affaires, par exemple. Les inondations inattendues étaient un problème, mais dans d'autres endroits, la mise hors de service des équipements communaux du fait des inondations était plus problématique. Nous avons proposé donc, sur la base de nos études, un plan général de fonctionnement qui a, somme toute, facilement été adopté parce que les avantages de ce que nous proposions étaient faciles à comprendre et à identifier. Vous voyez aussi ces croquis d'architectes qui montrent combien il est aisé de les comprendre. Alors certes, ces murs anti-inondation n'entreront en fonction et ne seront vraiment utiles que peut-être, je ne sais pas, une fois tous les 5 ans, mais les zones aménagées seront, elles, utiles tout le temps. Chaque étape a donc été le résultat d'un travail collaboratif et nous sommes aujourd'hui impliqués dans les premières phases de la construction des éléments identifiés. Donc, en quelques mots, je dirais qu'à Udon-Thani, nous avons réussi à mettre en place et à définir des plans qui évitent des avenirs incertains. De plus, le processus en œuvre à Udon-Thani a permis à chacun d'identifier et de comprendre les vulnérabilités et donc d'essayer de les éviter. Et puis le risque, eh bien, c'est quelque chose d'éminemment personnel dans chacune des zones. Le risque évalué était différent et la nature du risque différent selon les personnes avec qui l'on parlait. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire. Merci Guillermo. Nous avons donc là 3 exemples différents de 3 régions différentes. Je crois que cela nous donne l'occasion de développer plus encore de modèles dans zone arabe et africaine. Je vais donner la parole à mon collègue pour qu'il lance les manuels. Bicher, à vous. Merci, chers collègues et membres du panel. Et merci à tous les participants de se joindre à nous par la plateforme. Alors, il faut tenir compte du risque climatique dans la planification des ressources et la gestion des ressources en eau. Certains modèles ont pu faire leurs preuves. La question est de savoir si nous pouvons traduire en langue arabe les modules qui ont déjà été utilisés ailleurs. La réponse, bien sûr, est oui. Nous avons pu nous inspirer de ce qu'ont fait nos collègues dans d'autres régions du monde. D'ailleurs, dans d'autres pays d'Afrique, le processus est déjà en place et ces méthodes sont également appliquées. Alors, il est heureux que nous puissions nous réunir à cette occasion car l'UNESCO, comme vous le savez, a mis en place sa propre plateforme d'apprentissage. Son initiative Open Science, Science ouverte, permet au grand public, à tous, d'avoir accès à cette connaissance, même d'avoir accès à des modules de formation. Cette formation donc se fait en ligne et ce que je dirais, c'est que nous avons finalisé la traduction de ces manuels dans plusieurs langues ainsi que de toutes les vidéos qui accompagnent ces modules de formation. Voici l'exemple de la version arabe, en langue arabe du manuel. Vous avez bien entendu une introduction destinée, une introduction à ce manuel par les auteurs donc du module de formation. Tout le contenu donc est disponible en ligne et vous l'avez non seulement en ligne, vous pouvez télécharger la version
PDF. Et puis, lorsque vous regardez les vidéos, alors là, c'est quelque chose qui est très utile. Les vidéos sont déjà sous-titrées en anglais. Alors, il y a un petit travail de synchronisation qui reste à faire. Nous avons travaillé avec une société qui se spécialise dans les sous-titres et vous aurez pu constater que il y avait des passages de la vidéo où quand on suit la vidéo, on peut à tout moment interrompre la lecture pour revenir à un autre moment et les sous-titres suivent. Toujours est-il qu'à la fin de chaque module, il y a des exercices. Donc, nous sommes prêts à lancer le module. Aujourd'hui, donc, on lance en langue arabe, pardon. Alors, toute la version, enfin, tout ce qui est disponible en langue arabe est également disponible en français. Je ne l'ai pas ici à l'écran, mais je sais que tout est également disponible en Afrique francophone et dans la région arabe. Alors, quels sont nos projets pour l'avenir après le lancement des versions en langue arabe et française de ces modules? Nous allons envoyer des notices à tous nos membres dans la région arabe pour leur signaler qu'il ne s'agit pas… nous invitons nos partenaires à publier l'information. C'est-à-dire que les universitaires, les chercheurs, tous les professionnels du secteur de l'eau, l'idée est de permettre à chacun d'avoir accès à ce matériel. Et s'ils souhaitent suivre les cours, la formation en ligne, ils sont bien sûr les bienvenus. Donc, nous comptons sur vous pour transmettre l'information. Et puis, au-delà des professionnels, il y a également la formation des formateurs eux-mêmes, parce que là, il y a un travail important à faire de former ceux qui seront seront amenés à dispenser la formation aux utilisateurs finaux. Je remercie tous nos collègues, et notamment notre ami Kuhn, qui a donné beaucoup de son temps pour préparer tout ça. Merci. Merci Bécher et merci pour ce travail collectif. Et encore une fois, vous pouvez découvrir tout cela en allant sur le site de l'UNESCO, sur le site du CRIDA, où vous trouverez dans les différentes langues ce module. Nous avons juste le temps de poser une question avant de passer à la session suivante. Pardon? Non, il y a une… on va donner… On a le temps pour une question avant la clôture. L'un des participants avait justement une question pour le processus décisionnel. Il nous faut mener une analyse multicritère en tenant compte des aspects socio-environnementaux et pas simplement les aspects techniques. Ça, c'était à l'issue de la première session. Mais dans la deuxième présentation, dans votre étude de cas, la question se pose également, et peut-être Guillermo pourra également répondre également. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'une analyse multidimensionnelle et les aspects socio-économiques? Je ne peux que vous confirmer cette évidence. Il est évident qu'il faut tenir compte de ces facteurs socio-économiques et pas simplement strictement techniques. Les questions environnementales ont des incidences dans tous les aspects et dans toutes les dimensions de notre existence. Et évidemment, si nous faisions l'impasse sur l'un de ces critères, sur l'un de ces aspects, nous passerions à côté du problème. Merci beaucoup. Et avec CRIDA, nous créons un espace où justement nous n'envisageons pas simplement des solutions uniques. Nous essayons de voir ce que sont, si vous voulez, les problèmes conjugués qui viennent rendre très complexes ces questions d'écosystème, de gestion des ressources dans un contexte extrêmement complexe. Donc, eh bien, merci pour ces interventions. Alors, il y a une nouvelle session qui suit sous peu. Malheureusement, nous allons passer maintenant au mot de conclusion et je vais donner à notre ami Eriane de la Ligue des États arabes qui viendra nous dire le mot de la fin. Merci pour cette session extrêmement active. Je tiens à féliciter les organisateurs de cette… Excusez-moi, parlez un petit peu plus fort, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Ah, pardon, alors, est-ce que vous m'entendez maintenant? Bien sûr. Alors, je tiens à remercier donc les organisateurs et tous les participants qui
sont intervenus, qui nous ont fait part de leurs exposés. Les thèmes sont extrêmement intéressants, extrêmement importants. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai appris beaucoup de choses cet après-midi. Évidemment, l'incertitude ne fait que s'accroître dans cette région du monde. Nous le voyons partout dans le monde arabe. Évidemment, en Syrie, c'était ce contexte qui a planté en quelque sorte le décor, qui a créé les conditions du conflit. En Somalie, au Soudan, les phénomènes successifs de sécheresse et d'inondation ne font qu'exacerber les tensions. Or, l'incertitude est partout, est omniprésente. Il nous faut, face à cela, essayer de disposer de meilleures connaissances, de meilleures techniques pour essayer de mieux sonder les perspectives climatiques. Et je ne peux que féliciter l'UNESCO d'avoir pris cette initiative de lancer ce nouveau programme dans la région arabe. Évidemment, tous les hydrologues sont prêts à travailler avec cette nouvelle plateforme. J'espère que nous pourrons progresser dans cette entreprise. Merci, cher ami. Et sur ce, je vous propose de clore nos échanges. Je vous invite tous à découvrir le module en ligne pour mieux connaître CRIDA. Et puis surtout, il est important de s'appuyer sur des études de cas. Ceux qui ont suivi le cours et qui proposent de produire leurs propres études de cas seront bien sûr les bienvenus. L'idée est d'avoir des partenariats avec l'UNESCO pour que ces études de cas puissent être menées dans vos régions. Encore une fois, merci d'avoir participé à cette séance et je vous donne rendez-vous pour de prochains événements. Merci.